La vie de Grace Kelly semblait un conte de fées digne d'un film hollywoodien, une étoile éblouissante abandonnant les feux des projecteurs pour devenir princesse de Monaco en épousant le prince Régnier III, incarnant une élégance intemporelle. Mais derrière les images glamour des tapis rouges et des palais princiers se cachait une réalité complexe, tissée de sacrifices, de regrets et de vérités troublantes. Abonnez-vous pour plonger dans les secrets des légendes du cinéma et de la royauté. Était-ce l'amour passionné qui l'a poussé à quitter Hollywood pour les protocoles stricts de Monaco, ou des forces plus sombres, arrangements politiques, pression familiale, infidélité, ont-elles terni ce mariage apparemment parfait? Aujourd'hui, nous révélons les luttes cachées de la princesse Grace, une femme qui a tout abandonné pour un trône, et la confession déchirante que Régnier lui aurait faite avant sa mort tragique, une vérité qui redessine l'une des romances les plus emblématiques du XXe siècle. Grace Kelly naît le 12 novembre 1929 à Philadelphie, dans une famille aisée incarnant le rêve américain avec une touche d'élégance européenne. Son père, John B. Kelly Sr., est une figure imposante, triple médaillé d'or olympique en aviron, entrepreneur prospère dans la construction et homme politique démocrate influent. Sa mère, Margaret Magé, ancienne mannequin et entraîneuse sportive, impose une discipline rigoureuse à ses 4 enfants, Peggy, Jacques Jr. Lisanne et Grace, dans leur maison cossue d'East Falls, un quartier huppé de Philadelphie. Dans cet environnement, l'excellence n'est pas une option, mais une obligation. Dès son plus jeune âge, Grace se passionne pour le théâtre, jouant dans des pièces scolaires et familiales, influencée par son oncle George Kelly, dramaturge récompensé par un Pulitzer pour Craig's Wife en 1926. Il devient son mentor, l'encourageant à rêver grand. Mais ses parents, catholiques fervents et conservateurs, désapprouvent une carrière dans le show-business, qu'ils jugent frivole et instable, préférant pour Grace un mariage respectable conforme à leurs valeurs traditionnalistes. Déterminée à suivre sa passion, Grace défie leurs attentes. À 18 ans, en 1947, elle s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art à New York, une institution prestigieuse formant les futures stars. Pour financer ses études, elle pose comme mannequin pour des magazines comme Cosmopolitan, Vogue et Harper's Bazaar, sa beauté classique, cheveux blonds soyeux, yeux bleus perçants, sourire lumineux captivant les photographes. Son allure sophistiquée, mêlant grâce naturelle et retenue élégante, la distingue dans une industrie où l'exubérance domine souvent. En 1949, elle fait ses débuts à Broadway dans The Father d'Auguste Strindberg, aux côtés de Raymond Massey. Sa performance, empreinte de finesse et de présence, attire l'attention des recruteurs hollywoodiens, qui voient en elle une étoile montante. En 1951, elle décroche son premier rôle au cinéma dans 14 Hours d'Henry Hathaway, un thriller où elle joue un petit rôle, mais son charisme transparaît, ouvrant les portes de studios plus prestigieux. C'est en 1952 que sa carrière prend un tournant décisif avec High Noon, un western emblématique où elle incarne la jeune épouse de Gary Cooper. Bien que secondaire, son rôle révèle une élégance naturelle et une vulnérabilité sophistiquée qui la distingue des actrices plus flamboyantes de l'époque, comme Marilyn Monroe ou Ava Gardner. Cette performance attire l'œil d'Alfred Hitchcock, le maître du suspense, qui voit en Grace la muse idéale, une beauté froide et inaccessible, capable de dissimuler des tourments intérieurs sous une surface polie. En 1954, il la dirige dans Dial M for Murder, où elle joue une épouse menacée par un complot meurtrier. Sa prestation, mêlant grâce et tension, séduit le public et les critiques. La même année, Rear Window la propulse au rang de star mondiale. Aux côtés de James Stewart, elle incarne Lisa Fremont, une femme élégante et intelligente amoureuse d'un photographe immobilisé. Hitchcock sculpte son image avec une précision maniaque, utilisant des gros plans pour capturer son regard énigmatique et des costumes d'Edited pour sublimer son allure. Grace livre une performance nuancée, mêlant glamour et profondeur émotionnelle, devenant l'archétype de la blonde hitchcockienne. En 1955, elle atteint l'apogée de sa carrière avec The Country Girl, où elle abandonne son image glamour pour incarner une épouse tourmentée aux côtés de Bing Crosby et William Holden. Ce rôle dramatique, loin de ses personnages habituels, révèle l'étendue de son talent. Sa performance, empreinte de vulnérabilité brute, lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice, triomphant face à Judy Garland pour A Star is Born dans une course controversée qui fait les gros titres. La même année, To Catch a Thief, tourné sur la Côte d'Azur avec Cary Grant, renforce son statut d'icône. Les décors ensoleillés de Monaco et les robes somptueuses d'Edited, dont une robe de bal dorée devenue légendaire, font d'elle une déesse du glamour. Ce film, ironiquement, préfigure son futur, car c'est sur ces mêmes rivages qu'elle rencontrera son destin princier. En 1956, High Society,
une comédie musicale avec Bing Crosby et Frank Sinatra, clôt sa carrière cinématographique. Son duo sur True Love avec Crosby lui vaut une nomination au Golden Globe, et son charisme irradie dans cette adaptation pétillante de The Philadelphia Story. À 26 ans, Grace est au zénith. Contrat lucratif avec MGM, couverture de magazine, invitation aux soirées les plus exclusives de Hollywood. Mais sa vie personnelle est plus tumultueuse. Ses liaisons passionnées avec des stars comme Clark Gable, William Holden et même le Shah d'Iran sont intenses mais éphémères, souvent entravées par la pression de sa famille catholique, qui insiste pour un mariage stable. Sa mère, Margaret, veille à ce que Grace reste fidèle aux valeurs familiales, rejetant les partenaires jugés inadaptés. En 1955, tout change lors du Festival de Cannes, où Grace se rend pour promouvoir The Country Girl. Une séance photo pour Paris Match la conduit au Palais Princier de Monaco, où elle rencontre le prince Régnier III, un souverain de 31 ans régnant sur une principauté minuscule mais prestigieuse. Selon son amie Olivia de Havilland, star de Gone with the Wind, Grace est immédiatement captivée, elle était totalement sous le charme, racontera-t-elle à People. Pourtant, à cette époque, Grace est fiancée à Oleg Cassini, un créateur de mode charismatique qui a habillé Jackie Kennedy. Des lettres découvertes lors d'une vente aux enchères révèlent une passion profonde. Grace lui écrit des mots d'amour fervents, évoquant un avenir commun avec une tendresse contrastant avec son image publique polissée. Mais quelque chose bascule après sa rencontre avec Régnier. Cassini, sentant le vent tourner, la confronte. « Tu épouses cet homme parce que c'est le meilleur scénario qu'on t'ait jamais proposé. » Des années plus tard, Grace confie à son amie Charlotte Winston ses regrets. « Si ma mère n'avait pas été si dure avec Oleg, je l'aurais probablement épousé. Cette décision a changé tout mon avenir. » Margaret Kelly, farouchement catholique, juge Cassini divorcé et juif inadapté, épouse Grace vers Régnier, un prince catholique offrant prestige et stabilité. Ce mariage, cependant, n'est pas un simple conte de fées. Selon ce Time de Girandi Taraborelli, les parents de Grace voient en cette union une élévation sociale pour la famille Kelly. Pour Régnier, l'enjeu est politique. Comme l'explique Grace Kelly, The Secret Life of a Princess de James Spada, sans héritier, Monaco risque d'être absorbé par la France en vertu d'un traité. Régnier, ayant rompu avec une actrice française stérile, a besoin d'une épouse fertile. Grace subit un examen médical humiliant pour prouver sa capacité à procréer, et son père verse une dot de 2 millions de dollars. Après seulement 2 semaines de cours, Régnier la demande en mariage. Des rumeurs attribuent une dimension stratégique à cette union. Le producteur Robert Evans, dans The Fat Lady 100, suggère qu'Aristote Onassis, magnate grec possédant des intérêts à Monaco, a convaincu Régnier qu'une épouse glamour comme Grace pourrait transformer la principauté en destination touristique majeure, à l'image du couronnement d'Élisabeth II pour la Grande-Bretagne. Le mariage, célébré en avril 1956, est un spectacle mondial. Près de 2000 journalistes couvrent l'événement, surpassant le nombre d'invités. MGM filme la cérémonie, diffusée en direct à 30 millions de téléspectateurs européens, transformant l'union en un symbole d'espoir post-guerre. Le prince Albert, leur fils, dira plus tard, « Cela a marqué les esprits, pour Monaco et le monde entier. » Pourtant, Grace, épuisée par cette mise en scène, qualifie l'événement de « carnaval du siècle » plutôt que de mariage romantique. Selon Albert, leur nuit de noces est loin des clichés hollywoodiens. Exténués, Grace et Régnier s'endorment sans romantisme. À 26 ans, au sommet avec un Oscar et des rôles hitchcockiens légendaires, Grace abandonne Hollywood pour Monaco, un sacrifice qui la marque profondément. « Le cinéma me manque », confie-t-elle à des proches. Quand on attrape le virus du jeu, on ne s'en remet jamais. Régnier s'oppose fermement à son retour à l'écran, interdisant même la diffusion de ses films à Monaco. « Je ne veux pas que ma femme travaille. » En 1962, Alfred Hitchcock lui propose le rôle principal dans Marnie, un thriller psychologique. Grace est tentée, voyant une chance de renouer avec sa passion, mais Régnier et l'opinion publique monégasque s'y opposent. Un journaliste du Los Angeles Times, sondant les habitants, rapporte « Elle aurait perdu notre respect en revenant à Hollywood, et Monaco aurait perdu en prestige. » À contre-cœur, Grace décline, rompant définitivement avec le cinéma. Dans les années 1970, une opportunité inattendue ravive son lien avec Hollywood. Son ancien agent la contacte. 20th Century Fox l'invite à rejoindre son conseil d'administration, une première pour une femme. Grace accepte, trouvant dans ce rôle un pont vers son passé. Elle participe aux réunions, approuve les budgets et veille aux intérêts des actionnaires, mais pour elle, c'est bien plus.
Ces réunions sont un cadeau du ciel, confie-t-elle. Elles lui permettent de voyager à Los Angeles et New York 4 fois par an, échappant temporairement aux contraintes de Monaco. Ce rôle lui redonne un sentiment d'utilité, un écho de la liberté qu'elle ressentait autrefois sur les plateaux. Le mariage de Grace et Régnier souffre de leurs différences culturelles où elle, américaine libérée, lui, prince européen traditionnaliste, et de rumeurs persistantes d'infidélité. Selon True Grace de Wendy Lay, Régnier s'éloigne rapidement de la fidélité, avec des liaisons dès le premier mois. Grace était humiliée et profondément malheureuse, écrit Lay. Elle se confie à sa coiffeuse, « Je sais que mon mari a des aventures, c'est frustrant et douloureux. » En quête d'indépendance, Grace aurait renoué avec d'anciennes flammes, notamment Marlon Brando et Frank Sinatra, lors de séjours discrets à Cap Ferrat. Sa liaison présumée avec Sinatra, étalée sur plusieurs années, devient un moyen de reprendre le contrôle dans un mariage étouffant. La vie familiale des Grimaldi n'est pas fusionnelle. Leurs 3 enfants, Caroline, Albert et Stéphanie, sont principalement élevés par leur nourrice, Maureen Wood. Caroline confie, « Pour mon frère et moi, Maureen était la figure centrale. Nous étions plus proches d'elle que de nos parents. Les enfants pleurent chaque année lorsque Maureen part en vacances. Albert, plus proche de sa mère, perçoit ses sacrifices. Venir vivre ici et se plier aux règles a dû être dur pour elle. » Régnier, accaparé par ses devoirs princiers, regrette son absence. « J'ai manqué les jeunes années de mes enfants, il est trop tard pour rattraper ce temps. » Grace traverse des périodes de solitude et de mélancolie, confessant à des proches, « Je ne m'attends pas à être heureuse, et je ne cherche pas le bonheur. » Sa vie évoque celle de Diana Spencer, qui, après une rencontre avec Grace, perçoit ses tourments. Elle était merveilleuse et sereine, mais il y avait des eaux troubles en dessous, je l'ai vu. Grace ne parle jamais ouvertement de dépression, mais l'isolement de Monaco, une principauté de 2 km², pèse lourd. Elle apprend le français, s'adapte au protocole, mais les paparazzis sont omniprésents. Stéphanie doit parfois se cacher dans le coffre de la voiture pour échapper aux photographes. La légende de la malédiction des Grimaldi plane sur leur histoire. Une fable du XIIIe siècle raconte que Régnier, premier prince Grimaldi, kidnappa une sorcière qui maudit sa lignée. Jamais un Grimaldi ne connaîtra le vrai bonheur en mariage. Les scandales, divorces et infidélités des descendants de Caroline à Stéphanie semblent donner du crédit à cette malédiction. Pour Grace, ce mariage semble en porter l'ombre. Peu avant sa mort en 1982, victime d'une hémorragie cérébrale au volant sur une route sinueuse de Cap d'Aille, Régnier lui aurait fait une confession dévastatrice, « J'ai toujours aimé d'autres femmes, mais toi, tu étais mon choix politique, ma princesse pour sauver Monaco. » Ces mots, murmurés dans l'intimité, confirment les doutes de Grace. Leur union était plus stratégique qu'amoureuse. Elle s'éteint le 14 septembre 1982, à 52 ans, laissant un vide immense à Monaco et dans le cœur de millions d'admirateurs. La vie de Grace Kelly était-elle un conte tragique ou le prix d'un trône? Était-ce un sacrifice pour un idéal ou une prison dorée? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres récits sur les secrets royaux et les légendes d'Hollywood.